Bonsoir, Edouard Guémaël. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Futur Média, TFM. Le FMI confirme que la dette du Sénégal a été sous-estimée de 7 milliards de dollars. Est-ce que c'est bien cela? C'est en effet le rapport de la Cour des comptes qui a été publié le 12 février, qui a constaté qu'il y avait une dette, l'équivalent de 25% du PIB, qui a été non déclarée. Et c'est selon ce rapport que nous avons vu que nous constatons ce chiffre. Est-ce que vous validez tout ce qui a été dit dans ce rapport? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce que nous sommes en train de faire actuellement dans le contexte de cette visite, c'est de revoir le rapport avec les autorités, de voir le contenu, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et discuter de mesures correctrices pour qu'éventuellement ces faits ne se reproduisent plus. Et quand est-ce que le conseil d'administration du FMI va statuer sur cette affaire? C'est le conseil qui a le dernier mot? Absolument. Donc à notre retour, nous allons préparer un rapport pour notre direction, et c'est la direction qui va décider quelles sont les prochaines étapes. Mais ce que je peux dire, que ça devrait se passer dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, à peu près? Sûrement pas avant les assemblées du printemps. Ça sera après cela. Je ne peux pas déterminer un jour spécifique. Oui. Tout dépend des discussions avec les autorités que nous sommes en train de finaliser, et aussi de nos discussions internes et des étapes prochaines. Au vu du montant qui a été avancé, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Sénégal soit déclaré off-track, comme on l'a vu au Cameroun en 2004 ou au Mozambique en 2016? Vous parlez off-track dans le contexte du programme actuel? Oui. Où il y a un processus qu'on doit suivre. Dès qu'il y a des informations qui n'ont pas été partagées avec nous, à ce moment-là, notre focus se met sur essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles sont les implications sur le programme. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, dans une phase où on est en train de constater quelles sont les implications de ces données qui n'ont pas été partagées avec nous dans le contexte de la dette sur le programme. Et une fois que nous avons une bonne idée et que nous expliquons à notre conseil d'administration ce qui s'est passé, et que le conseil d'administration décide de la prochaine étape, à ce moment-là, on pourra sûrement continuer dans le contexte du programme actuel ou d'un nouveau programme. Et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'avez pas encore ces données? Vous avez rencontré hier le président de la République, par exemple. Pourquoi vous n'avez pas encore aujourd'hui ces informations? On a les informations. On est juste en train d'analyser, comme je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et la chose la plus importante, de discuter avec les autorités des mesures qu'ils comptent prendre de façon à éviter que de similaires épisodes ne se passent dans le futur. Donc on a pas mal avancé, je peux vous assurer, oui. Et c'est une question de temps de soumettre le dossier au conseil d'administration. Il n'y a rien qui bloque pour le moment. Donc deux options, remboursement ou dérogation, et c'est une décision que le conseil va prendre? Absolument. Une fois qu'on soumet le dossier au conseil d'administration sur ce qui s'est passé, le conseil d'administration du FMI a deux options. La première option, c'est de donner une dérogation aux autorités, de ne pas rembourser le FMI ce que nous avons décaissé sur base d'informations erronées. Et cette dérogation sera donnée en contrepartie de mesures correctrices que les autorités comptent prendre de façon à éviter de similaires épisodes dans le futur. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, le conseil d'administration peut décider de demander au Sénégal de rembourser les décaissements qu'on a fait sur base de données erronées. Cette affaire a choqué beaucoup de monde au Sénégal. Comment elle a été accueillie au niveau du FMI? Je pense que c'est une affaire qui a choqué beaucoup de monde. Et surtout, si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, vous avez constaté qu'il y a eu une partie de la dette qui n'a pas été déclarée, ainsi qu'une réduction au niveau des déficits budgétaires. Et donc je pense que c'est une leçon pour toutes les parties concernées, que ce soit au niveau des partenaires ou bien au niveau national. Comment éviter de similaires situations qu'elles se reproduisent dans le futur. Vous parlez de la dette, l'encours qui est presque à 100%, le déficit budgétaire recalculé à 12%. Est-ce que le risque modéré de surendettement peut passer à un niveau élevé à la prochaine analyse du cadre de la viabilité de la dette? Le premier exercice à faire maintenant, c'est de pouvoir stabiliser le stock de la dette à la fin 2024. C'est-à-dire de savoir exactement
quel est l'encours de la dette à la fin 2024. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers nos discussions avec les autorités et aussi en se basant sur le rapport de la Cour des comptes. Une fois qu'on a ce stock stabilisé à 2024, ça va nous permettre de faire des projections et de faire une analyse de la viabilité de la dette. Et c'est cette analyse de la viabilité de la dette qui va nous permettre de déterminer quelle est la situation de la dette, si elle va rester à risque modéré ou elle va passer à risque élevé. Comment le FMI a-t-il accueilli ces nouveaux emprunts contractés en 2024 à des taux non concessionnels? C'est des taux qui sont déterminés par le marché. Donc le Sénégal avait une situation très précise, un contexte, il opère dans un contexte très précis en 2024. Il y a eu de nouvelles élections. Est-ce que ça vous a surpris à votre niveau quand même, ces emprunts ou pas? Non, c'est pas question que ça nous a surpris. Le Sénégal s'est toujours endetté, non nécessairement à des taux concessionnels. Et donc c'était une partie, ça allait dans la continuité d'une pratique que le Sénégal avait de s'endetter concessionnel et non concessionnel. Alors devant cette situation, la prime de risque a augmenté. Après Moody's, Standard & Poor's a dégradé la note souveraine du Sénégal de B+ à B, a sorti d'une perspective négative. Vous les voyez comment, les perspectives de l'économie sénégalaise? Les perspectives, tout dépend de la politique économique que le gouvernement va suivre. Pour le moment de nos discussions, le gouvernement est déterminé à prendre les bonnes dispositions au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de stabiliser l'économie ou au niveau de contribuer de prendre des mesures qui pourraient contribuer à la croissance de l'économie. Si ces mesures sont prises, et on n'a aucun doute que les autorités souhaitent le prendre, leur message a été très constant depuis la nouvelle administration est arrivée, l'année passée, depuis un an exactement à peu près. Donc si ces mesures sont prises, elles sont mises en œuvre, on n'a aucun doute que les perspectives de l'économie seront positives. Même dans le contexte où il y a plus de marge de manœuvre budgétaire et financière? Non, il faut opérer dans le constat actuel. Bien sûr, il faut opérer dans le constat actuel au niveau budgétaire, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est d'encourager le plus possible le secteur privé. Nous pensons que le secteur privé peut avoir un rôle primordial au Sénégal. Ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller faire des investissements immenses. Il faut encourager le secteur privé en lui donnant l'environnement propice pour attirer ces capitaux. Donc dans ce constat-là, et avec des mesures de réforme appropriées, on n'a aucun doute que les perspectives économiques seront bonnes. Au Sénégal, on s'est beaucoup interrogé quand même, Edouard Guémaël, sur la responsabilité du FMI, de même que l'institution d'émission, qui est la BCEAO. Comment une sous-déclaration peut-elle avoir lieu durant des années sans réveiller des soupçons de votre part? N'avez-vous pas une responsabilité dans cette situation qui plonge le pays dans des perspectives un peu sombres quand même? Non, absolument. Nous partons du principe que nous sommes des partenaires du Sénégal. Nous travaillons sur base de confiance et du respect de la souveraineté des autorités en termes de ce qui partagent avec nous comme information. Bien sûr, nous aussi, on doit faire notre devoir de réconciliation entre les données que nous recevons. Et il semble que cette dette cachée n'a pas été repérée dans cet exercice de... Sur 5 ans quand même, c'est beaucoup. Sur 5 ans et peut-être plus que 5 ans. Oui. Maintenant, l'audit a été fait sur 5 ans, mais ça peut aller au-delà de... Il nous semble que ça a été au-delà de 5 ans. Oui. Mais en même temps aussi, et comme vous l'avez, c'est une responsabilité partagée. Nous ne sommes pas des auditeurs. Et donc, partant de là, cette relation de confiance nous a permis de ne pas détecter ces inconsistances. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que c'est très important que tout le monde prenne des leçons, pas seulement le FMI. Et le FMI, sûrement, on va tirer des leçons de cet épisode, mais aussi au niveau national, ça va échapper, que ce soit à la Cour des comptes, à l'IGF, à l'IGE, à la Banque centrale, la BCEAO au niveau des prêts internes. Donc je pense que c'est un exercice que tout le monde doit faire, on doit tous faire ensemble, de voir ce qui s'est passé et en tirer des leçons pour éviter qu'au futur ceci ne se reproduise plus. Naguère, directeur national de la BCEAO, l'actuel secrétaire général du gouvernement, Alamine Loum, pour ne pas le citer, a dit, lui, avoir alerté le gouvernement du président Macky Sall. Pourquoi le FMI n'a pas fait de même? Il a alerté sur ces pratiques. Oui.
C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas, les discussions entre le directeur national de l'époque et le président, c'est des discussions entre eux. On n'a pas fait partie de ces discussions. Oui, mais le FMI n'avait pas vraiment les moyens de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce que les données qu'ils nous donnaient, c'était des données qui étaient consistantes entre elles, que ce soit au niveau de la dette, au niveau du budget, ou au niveau du financement et de l'encours de la dette. Tout était consistant. Autre critique que l'on vous adresse, le FMI ne doit pas nous dicter notre politique économique. Des critiques que l'on entend parfois dans nos pays, certains vont plus loin en disant que vos conditionnements enferment l'Afrique dans une certaine paupérisation. Que répondez-vous à ça ? Non, on ne dicte jamais les politiques économiques que le gouvernement doit suivre. Il y a des discussions, des échanges entre les autorités et nous. Et souvent, par exemple, je donne l'exemple actuel, les mesures correctrices que les autorités souhaitent prendre afin d'éviter un épisode similaire dans le futur, toutes des mesures qu'eux-mêmes ils ont proposé, que le ministre a proposé, une lettre qu'il a envoyée à notre directrice générale, en lui proposant toute une liste de mesures qu'il souhaite prendre. Donc il n'y a pas de diktat ici, c'est un échange d'idées, on donne des suggestions. Il y en a qui prennent en considération, d'autres qui ne prennent pas. En fin de compte, c'est vraiment aux autorités de décider, c'est leur programme économique en fin de compte. Sur l'amélioration de la gouvernance, selon le président de la République, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à l'Assemblée nationale. Ces textes législatifs portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'OFNAC, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine élargie. Et sur ce point précis, on vous a toujours entendu appeler à l'élargissement des assujettis. En quoi c'est un gage de bonne gouvernance, selon vous ? Ça va permettre toutes ces lois que vous avez mentionnées, c'est des lois que nous avons, des réformes et des lois que nous avons proposées depuis longtemps. On a essayé de pousser pour ça, que ce soit le lanceur d'alerte, que ce soit les déclarations de patrimoine. Oui. Plus de transparence, ça permet de savoir les uns et les autres comment leurs richesses et leurs avoirs sont en train d'être constitués. Oui. Et donc c'est une chose très importante, c'est des réformes que nous considérons très 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 importantes, de les faire avancer le plus vite possible. L'élargissement à tous les agents de la fonction publique. Oui, surtout les hauts placés, parce qu'on peut pas, c'est très difficile d'appliquer une mesure pareille à tout le monde. Mais il faut, ceux qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence, sûrement ils devraient être inclus. Le FMI a toujours alerté sur 2 points importants: la rationalisation des exonérations fiscales qui avoisinent 1 000 milliards d'euros au Sénégal et les subventions non ciblées et coûteuses dans le domaine de l'énergie notamment. L'État alloue actuellement près de 4% aux subventions des produits énergétiques. L'objectif, selon le gouvernement, est désormais de les contenir à 2% en 2025. Ces objectifs représentent également des convergences de vues avec l'exécutif, le nouvel exécutif. Je pense qu'on est en phase avec le nouvel exécutif sur les réformes nécessaires pour aller à l'avant dans les réformes budgétaires. Premièrement, comme vous l'avez si bien dit, les dépenses fiscales qui avoisinent 7-8% du PIB, à peu près 1000 milliards francs CFA. Et donc, c'est important de s'y atteler sur ça. On n'est pas contre le principe d'avoir des exonérations, mais il faut que ce soit des exonérations intelligentes qui aident à contribuer à la croissance économique. Et donc, c'est en partant de là, il faut les rationaliser. Celles qu'on pense qui ne sont pas nécessaires, on peut s'en passer. En ce qui est les subventions à l'énergie, elles ont énormément augmenté depuis la Covid. Et le point qu'on a toujours fait, c'est que ça pèse sur le budget, premièrement, énormément, 4% du PIB, comme vous l'avez si bien dit. Deuxièmement, c'est sûrement pas les ménages vulnérables qui en profitent. Ce n'est pas les ménages vulnérables qui ont plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs clims, plusieurs réfrigérateurs. C'est pas eux. Donc c'est pas eux qui en profitent le maximum. Et donc il faut vraiment les rationaliser. Mais en contrepartie, pour les ménages vulnérables, il faut donner une certaine compensation monétaire à travers des transferts qu'ils pourraient donner à ces ménages de façon à alléger le fardeau d'une telle mesure. Ce que nous suggérons, c'est que c'est une réduction graduelle. Au niveau de ces subventions. Et peut-être un dernier point en ce qui concerne les subventions sur les produits pétroliers.
elle est quasiment inexistante actuellement. La plupart de la subvention, c'est au niveau de l'électricité. Absolument. Et là, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut préserver la marge, le tarif social qui protège les ménages vulnérables. Qui protège 48% des clients de la Sénélec. Exactement. Et en plus de cela, s'assurer qu'avec cet exercice de réduction des subventions, il faut aussi en plus donner une certaine compensation financière de façon à ce que vraiment alléger le plus possible sur les ménages. Et toutes ces réformes permettraient un retour rapide à l'objectif de déficit budgétaire de 3% à l'horizon 2027 et placer la dette publique sur une trajectoire décroissante. Absolument. L'essentiel, c'est très important de mettre la dette sur une trajectoire baissière. Actuellement, le Sénégal n'a pas de coussin, si vous voulez, un coussin au niveau budgétaire, au cas où il y a un choc. Par exemple, on a vu là, avec la Covid, personne ne s'y attendait. Et le gouvernement a dû intervenir à travers des marges budgétaires. Aujourd'hui, les marges budgétaires sont quasi inexistantes. Donc, c'est très important de les reconstituer de façon à ce qu'au cas où il y a un choc, auquel on ne s'attend pas, que le gouvernement puisse intervenir pour apaiser l'impact sur l'économie et la population. Dernière question, vous avez exprimé votre profonde tristesse suite à la disparition de Moustapha Ba. Plus qu'un ami, il était pour vous un interlocuteur de grande sagesse. Pour vous, quel témoignage pouvez-vous faire de votre collaboration? Que retenez-vous de l'homme? C'était un homme qui était engagé, qui voulait servir son pays. Et ce que j'avais dit, ça sortait du cœur envers la personne, l'homme qu'il était. Malheureusement, il n'est plus des nôtres avec nous actuellement, mais c'est un homme qui était sûrement engagé et qui voulait faire tout pour aider son pays. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est tragique pour lui et pour sa famille. Et ma pensée vont pour sa famille dans des moments difficiles. C'est pas quelque chose, je suis sûr, qu'ils pourront oublier très rapidement. Edouard Guémaël, merci. Merci à vous.